Oui, il a commencé déjà. On capte au Canada? Ah, partout. Il y a des gens de Chine qui regardent. C'est vrai? Avec le décalage. Ça passe sur YouTube? Là, c'est en YouTube, et là, c'est en Facebook, et là, c'est ma tête. Alors, on y va. Parce qu'il est déjà très tard. Ils arrivent. C'est pas grave, moi aussi, je suis là. Donc, c'est marqué là-bas dans Shemot, au début de la paracha de Shemot, quand la Torah, elle parle du début de l'esclavage. C'est marqué « Vayamot Yosef et kol echa vechol adorahu ». Il est mort Yosef et tous ses frères et toute cette génération. De quoi est-ce qu'on parle? Et juste après, la Torah, elle commence que les Égyptiens ont mis en esclavage les bénis Israël. Maintenant, quel rapport entre le fait que Yosef est mort et les gens de sa génération sont morts et le fait qu'ils ont commencé l'esclavage? Alors, l'Ora Haïm Akadosh, il dit comme ça. Sheba Katuv Loma, Shekol Zman, Shechan Mina Achim Ayakayam, tout tant qu'un des frères était encore vivant, un des frères de Yosef était encore vivant, Ayu Amitzrim Mechabdim Otam, les Égyptiens leur faisaient kavod, leur donnaient du respect. Parce qu'il faut comprendre que Yosef, c'était le vice-roi d'Égypte, puisque Pharaon, c'était le roi du vice. Donc lui, c'était que le vice-roi. Et que donc, tous les frères de Yosef et tous les enfants et les descendants, ils étaient un peu l'aristocratie de l'Égypte. Alors comment c'est possible qu'ils sont passés d'un état d'être supérieur, de la haute société, à esclave? Comment c'est possible? Alors il dit l'Or Chaim, il dit que tant que les frères de Yosef étaient vivants, alors les Égyptiens leur faisaient du kavod. Ayou Mitzrim et Chabdim Otam, ils leur faisaient kavod. Ve'av Keshaya Echad Me'ador Ha'u Kayam, même lorsque un de la génération était encore vivant, Ayou Chashuvim Be'enehem, ils étaient importants à leurs yeux. Ve'lo Aya La'em Panim les Shabed Ba'em, ils n'avaient pas la face de pouvoir les rendre esclaves, c'est-à-dire ils avaient l'archouma de leur dire maintenant on va dire un esclave, comment quelqu'un il est genre la haute société, maintenant tu le rends esclave. Après il dit encore le Orhaïm, Shibemitat Yosef Yardou Migdulatam. À la mort de Yosef, ils sont descendus de leur grandeur. Shayou Merolam Yoter Memitzraim. Avant, Merolim Ayou, ils étaient plus élevés que les Égyptiens. Venaasu Shavim Lahem, ils sont devenus équivalents. Ou Bemitat Achim, et à la mort des frères, Yardou les Matam et Madrigatam, ils sont descendus plus bas que leur niveau. Shayou Berenehem Nizvim, parce qu'ils étaient à leurs yeux méprisables. Aval Adaim Lo Ayou Meshavedim Lahem, mais ils n'osaient pas encore les rendre esclaves. Verak le Achar Shemet Kolador, et seulement après qu'ils sont morts
toute la génération, Itrilou les Ishtabet Bahem. C'est là qu'ils ont commencé à les rendre esclaves. Alors le Rav Chaim Shmulevitz, qui n'est pas marocain, il dit, tant que les Bnei Israël étaient chashuvim à leurs yeux, alors ils n'ont pas été Mesharbet, ils ne les ont pas rendus esclaves. Mais le langage lui-même, il est bizarre, parce qu'il dit, Ayu chashuvim be'enehem. Ils étaient importants à leurs yeux. Ouais. Alors il demande, est-ce qu'on dit qu'ils étaient importants aux yeux des Égyptiens, ou alors qu'ils étaient importants à leurs propres yeux? C'est que dans la logique de l'esclavage, il y a un maître et il y a un serviteur. Il y a un maître et un esclave. Alors qu'est-ce qui fait que le maître il est maître et l'esclave il est esclave? Parce que le maître il fait preuve d'autorité et que l'esclave il accepte l'autorité. Donc il y a une logique de confrontation de personnalité qui fait que maintenant le fait que les Bnei Israël ont accepté l'esclavage, évidemment que c'est pas du jour au lendemain, on leur a dit vous êtes des sous-hommes et on les a massacrés, on leur a dit non, petit à petit, étape par étape, étape par étape. Maintenant, le fait que ça soit lié au fait que Yosef était vivant, que les frères de Yosef étaient vivants, que cette génération était vivante, donc ça, c'est lié au fait aussi de l'influence. Ça veut dire que quand quelqu'un, il a une certaine noblesse, il a une certaine valeur, on ne peut pas lui dire n'importe quoi et lui faire n'importe quoi. Mais quand cette personne-là, elle perd sa noblesse, elle perd sa valeur, aussi par rapport au fait qu'elle ne se sent pas de différence, elle ne se sent pas de valeur intrinsèque, elle ne se sent pas de grandeur d'âme, de grandeur personnelle. Donc, au fur et à mesure, elle baisse. Maintenant, le problème, c'est les vases communicants. Quand toi, tu baisses à tes yeux, donc tu baisses aussi aux yeux de l'autre. Vous me suivez ou non? C'est que quand les gens viennent me dire « Oui, mais on ne me respecte pas », moi, je leur demande toujours « Mais est-ce que vous respectez ?» C'est qu'il y a une espèce de rapport entre le regard que j'ai sur moi-même et le regard que l'autre a sur moi. Donc c'est ce qui s'est passé ici, que les Bnei Israël, petit à petit, ils ont, encore une fois, eux-mêmes, les Égyptiens ont eu moins peur parce que Yosef n'était plus là, les frères n'étaient plus là, la génération. Donc ça, c'est aux yeux des Égyptiens, que les Égyptiens, ils se sont permis des choses parce qu'ils ont vu que... Mais d'un autre côté, les Bnei Israël eux-mêmes, ils ont subi cette réalité-là. Donc si cette réalité, elle a pu se mettre en place, c'est parce qu'il y avait un espace pour ça. Et l'espace, il est du vide, de toi-même, comme toi tu te laisses pas respecter. Comme des gens ils m'appellent, ils me disent oui mais voilà il me frappe. Je dis mais madame il a commencé hier. Non il a commencé il y a 20 ans. Je dis mais ouais. Le contraire aussi, des fois toi tu veux tout faire, tu veux tout faire. Après tu dis oui l'autre il fait rien. Mais baba tu as voulu tout faire. Ouais. Une fois une femme elle est venue avec son mari comme ça, elle m'a dit oui ramène chétrit, moi j'en peux plus, je fais tout. C'est moi qui fais tout, c'est moi qui fais tout. Elle m'a dit j'ai tout fait dans cette maison, j'ai tout fait. J'ai vous monsieur, elle m'a dit moi j'ai tout fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une logique où des fois, on ne se rend pas compte, mais on crée une réalité. Maintenant qu'on le fait de manière directe ou de manière indirecte, ça ne change rien, le résultat il est le même. Oui, bonnet blanc, blanc bonnet. C'est quand tu te laisses insulter. Après, ne viens pas de dire, ouais, comment ça se fait que l'autre il me parle mal, mais tu as accepté les insultes. Tu as accepté la violence. Tu as accepté les cris. Donc c'est... Alors, tu dis, alors maintenant c'est encore de ma faute. Alors non seulement que je suis victime, mais en plus c'est de ma faute. J'ai dit ce principe déjà plusieurs fois. Mais je vous le répète comme ça au pire, vous le comprenez, c'est que une fois que quelqu'un m'a téléphoné, il m'a dit ah ben Chétrit, voilà, mon mari il est comme ça. Je dis bon, en 2 mots, votre mari c'est un bourreau. Il me dit oui, donc vous êtes victime. Oui. Puis ça vous dépend, dérange pas si j'écoute la version de votre femme, de votre mari. Bon, le mari m'appelle, il me dit ah, vous avez dit que je suis un bourreau, voilà ce qu'elle me fait. Vous avez dit que je suis un radin. Elle a sa voiture, la Range Rover Evoque, elle a la carte noire Infinité, ouais, elle part en vacances 5 fois par an, mais je suis un radin. Ouais. Ah, elle vous a pas dit ça, non? Elle vous a pas parlé de ça? Non. Ah, non. Donc, alors quoi? Mais par contre, elle me fait ça. Ah, je comprends bien. Donc, vous êtes une victime et votre femme, c'est un bourreau. Elle m'a dit oui. Je dis, maintenant, j'ai un problème maintenant. Vous êtes 2, il y a 2 bourreaux. Et il y a 2 victimes. Ouais. Alors, si vous allez me dire, oui, bah, c'est ça la réalité. Maintenant, si vous avez entendu son point de vue, de toute façon, c'est un menteur, c'est une menteuse. Moi, j'ai l'habitude d'écouter les gens. D'accord. Ah, je lui ai dit, mais je ne comprends pas une chose. Vous savez que le bourreau ne peut pas exister sans victime. La victime ne peut pas exister sans bourreau. Maintenant, dans ce rapport-là, entre la victime et le bourreau, il y a une logique où, quelque part, les deux, ils engendrent la réalité de l'autre et l'existence de l'autre. D'accord? Parce qu'une chose qui arrive une fois, c'est un accident. Mais une chose qui dure 10 ans, c'est un phénomène.
Maintenant, un phénomène ne peut se perpétuer que si tous les participants du phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Donc, si vous me parlez de la culpabilité du bourreau, moi, je vais vous parler de la complicité de la victime. Et là-bas, tu dis, alors c'est encore de ma faute. Ben, vous pouvez partir. Elle dit, non, je ne veux pas partir. Vous pouvez changer. Ah, mais il ne peut pas changer. S'il ne peut pas changer, on ne peut pas demander à un canard d'écrire des poèmes. J'ai bien prononcé canard. Ouais. C'est pas possible. Ah, tu dis, alors quoi, alors il ne changera jamais. Alors donc, il faut l'accepter comme il est. Ah, il est c'est insupportable. Ah non, alors vous allez vous plaindre toute votre vie. C'est bizarre. C'est logique, la vie. C'est à la limite, c'est cartésien. Mais les gens, non. Ils préfèrent les états d'âme que la réflexion. Mais d'abord, tu réfléchis, après, tu ressens. Non, les gens préfèrent ressentir avant de réfléchir. Mais le problème, c'est que quand tu ressens, tu n'arrives plus à réfléchir. Par contre, quand tu as réfléchi, tu peux encore ressentir. Donc la chronologie, elle peut te donner un espèce de soupçon d'espoir, de vague possibilité, d'opportunité, d'objectivité. Voilà, ce qu'on appelle réah. Ouais. Mais c'est quand même une logique qui existe, que toi, en fin de compte, tu veux comprendre une situation. Tout à l'heure, encore au téléphone, une personne m'appelle, m'a crié, là, je dis, écoutez, d'abord, vous me pourrissez mes vacances. Enfin, je veux dire, vous m'appelez pendant les vacances. Je fais deuxièmement, je lui dis, écoutez, vous décidez où on est dans le raisonnable, où on est dans les nerfs. Si on est dans les nerfs, c'est pas la peine de m'appeler à moi. Faites un numéro au hasard et dites des gros mots pendant une demi-heure. Puis le lendemain, dans le Parisien, vous direz encore un suicide, d'accord? L'agresseur a encore frappé. Non, je lui dis, vous m'appelez parce que vous voulez qu'on raisonne. Si c'est pour vous défouler, il y a des toilettes, il y a des endroits pour vomir. Non, vous m'appelez pour raisonner. Alors finissez de crier sur les murs, après vous venez en parler. C'est-à-dire que le côté raisonnable. En vérité, le côté raisonnable, c'est le côté adulte. Vous me suivez ou non? Et l'autre, c'est le côté enfant. Maintenant, tout le monde subit des choses, tout le monde vit des choses, tout le monde est dans des tensions. Mais la question n'est pas de savoir si la réalité, elle existe. La question est de savoir qui est la personne qui est en face de cette réalité, qui se trouve accessoirement être moi. C'est ça qui est intéressant. D'accord? C'est de se plaindre de la réalité. Et c'est comme si le gars, il habite en face de la mer, et il achète la maison, 850 000 euros, parce qu'il voulait voir la mer. Puis le lendemain, il appelle l'agent, il dit, écoutez, monsieur, je me suis fait avoir, il y a un voisin qui fait un bruit de malade. Il dit, mais quel bruit? Il dit, c'est un bruit, mais c'est insupportable, c'est jour et nuit, il faut absolument l'appeler, tout ça. Puis il le fait venir et tout, il dit, vous entendez pas? Il dit, quoi, vous entendez pas? Il écoute, il entend. Il dit, mais c'est le bruit de la mer. Ah, il dit, vous arrangez avec lui, vous arrangez. Hein. Non, mais attendez, c'est pas la mer, c'est ni le père, ni la mère, ni le fils, ni le Saint-Esprit, c'est le bruit de la mer. On ne peut pas enlever la mer. En plus, vous vouliez être en face de la mer. Il dit, il faut une mer non bruyante. Vous suivez ou non? Maintenant, le côté fatalité du bruit de la mer, ouais, et le côté fatalité du caractère du père, c'est des réalités. C'est vrai, non? En plus, si la mère est communiste et que le père est comment ça s'appelle aujourd'hui, c'est à la mode, là? Les Verts, là, comment ça s'appelle? Écologiste. Ouais, tu te rends compte? La mère est communiste et le père est écologiste, ça fait une mère rouge et un père vert. C'est la folie, là. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la réalité, c'est la réalité. Ouais. Après, la question de savoir, qu'est-ce que je vais faire avec cette réalité? Est-ce que la réalité, elle me détruit? Est-ce que la réalité, elle me construit? Est-ce que la réalité, c'est une opportunité? Est-ce que la réalité, c'est une occasion de souffrir? C'est comme je veux. Mais encore une fois, le principal, c'est pas la réalité. Parce que la réalité, de toute façon, si vous croyez en Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est le hasard. Ça ne change rien. Dans les deux cas, il y a une réalité qui est en face de moi. Maintenant, quand moi, j'adhère à cette réalité, j'accepte cette réalité, je vis cette réalité, en vérité, c'est la personne que je suis qui va prendre cette réalité en charge. Maintenant, pour que cette personne, elle prenne cette réalité en charge, il faut qu'il y ait quelqu'un pour prendre en charge. C'est l'éternel problème. Donc ici, c'est marqué que les Égyptiens se sont permis de rendre esclaves les bénis Israël. D'accord? Il a dit parce que ils n'étaient pas importants à leurs yeux. D'accord? On a dit, il y a deux lectures. Soit ils n'étaient pas, c'est-à-dire les bénis Israël n'étaient pas importants aux yeux des Égyptiens, soit les bénis Israël n'étaient pas importants à leurs propres yeux. C'est que si le patron il se permet certaines choses, c'est parce qu'il sent qu'il peut le faire. Si tu as posé les choses depuis le départ, il ne se permet pas. Si la belle-mère elle se permet de rentrer dans ta vie, c'est que l'étanchéité au départ n'a pas été faite. Mais si on pose les choses, écoutez madame, c'est comme ça que ça se passe,
c'est comme ça, c'est qu'on va rester bien, on va rester bons amis, mais vous rentrez pas dans la salle de bain et dire c'est comme ça qu'il faut mettre les serviettes, le truc il est trop salé, je sais ce qu'il aime mon fils. Si vous l'aimez vraiment, il vous aime vraiment, ben, il y a encore la possibilité de l'épouser. Mais pour l'instant, il est avec moi. Ah, tu dis oui, mais c'est difficile, c'est honteux, vous la connaissez pas, elle a un caractère, c'est comme tu veux. Mais tu n'as pas cadré les choses. Après, ne viens pas dire l'autre rentre dans ma vie. C'est connu que quand vous mettez de l'eau dans une bouteille, l'eau ne sort pas de la bouteille. Vous avez remarqué ça ou non? Oui, non? Oui. Pourquoi? Parce que... Hier. Ah oui, il était temps. Petit navire, d'accord. Donc, c'est qu'en fait, parce que l'intensité moléculaire du plastique est plus que l'intensité moléculaire de l'eau. Donc, l'eau, elle ne traverse pas le plastique. Ça s'appelle l'étanchéité. Donc maintenant, si moi, mon intensité existentielle, elle est suffisante pour empêcher l'intensité existentielle de l'eau de pénétrer, eh ben, ça s'appelle l'étanchéité. Ben, comment on appelle cette forme d'étanchéité qui permet d'avoir sa personnalité sans avoir à subir celle de l'autre? Ça s'appelle le respect de soi. Ça s'appelle la dignité. Ouais. Alors, c'est de ça qu'on va essayer de parler ce soir, dans l'espoir que ça soit clair et qu'on en fasse une thérapie de groupe, si on a le temps. Parce qu'on a commencé très tard et je sais que le cerveau, il commence déjà... C'est que les cellules sont déjà attirées maintenant vers les digestions. Donc je ne sais pas si vous allez réfléchir ou digérer, j'hésite. Bon. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que le respect de soi. Qu'est-ce que c'est le respect? Encore une fois, c'est des sujets qu'on utilise tellement qu'on a l'impression qu'on les a bien saisis. Mais je vous ai déjà dit qu'on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas. Après, on met des années à comprendre ce qu'on sait. Après, on met des années à intégrer ce qu'on a compris. Et après, on met des années à devenir ce qu'on a intégré. C'est à peu près 120 ans, en gros. Ça y est, après... Ouais. Donc maintenant, c'est quoi le respect? Alors malheureusement, on veut apprendre du négatif pour comprendre le positif. Vous savez que dans les camps de la mort, les nazis, ils avaient mis en place un process incroyable pour arriver à maîtriser les personnes physiquement, moralement. Dès qu'ils arrivaient, qu'est-ce qu'on faisait? On enlevait le nom de la personne. Tu n'as plus de nom. Un numéro. On dit c'est plus pratique, c'est pas plus pratique. Non, c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'un numéro, il est déshumanisé. Comme le numéro de sécu. Mais tu n'existes plus, tu un numéro. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on faisait? On rasait la tête de la personne, on lui enlevait ses habits. D'accord? Toi, tu es venu en Smalto, tu es venu en Hugo Boss, l'autre, il est venu en Conforama. Tout le monde avec un pyjama à rayures et une ficelle si tu as du mérite. Après, on t'enlève donc ton image. Après, qu'est-ce qu'on fait? On t'enlève ta force de travail. C'est-à-dire que tu sois un grand ingénieur ou que tu sois un cantonnier qui creuse des tunnels, ouais, tout le monde est au même niveau. Ta valeur, elle est que par rapport à ta capacité de travail de base. Donc, tu perds la valeur de ton acte. Et ensuite, tu perds la parole. Parce que dans le règlement du camp, les déportés ont le droit de parler entre eux, mais ils n'ont pas le droit de parler à un SS, sauf si le SS, il leur donne la parole. SS. C'est super salaud, c'est un très haut niveau. Et donc, ils ont le droit de parler entre eux, mais pas de parler avec le SS. Donc, c'est ça, c'est la parole. Or, la parole, l'acte, l'image et qu'est-ce que j'ai dit? La parole, l'acte, l'image et le nom, en fait, ce sont les 4 axes existentiels de quelqu'un. C'est-à-dire qu'une personne, elle existe, ouais, dans ces 4 axes. Elle existe par rapport à son nom. Elle n'est pas là, tu parles d'elle, c'est son nom. Ouais. Elle existe par rapport à son acte, parce que ce qu'elle produit, ça la représente. Donc son acte la représente, donc elle existe à travers son acte. Elle existe à travers son image, parce que ce qu'elle montre d'elle, de lui, c'est son image, d'accord? Et elle existe par rapport à la parole, parce qu'en parlant, elle existe. C'est pour ça que quand on ne t'écoute pas, tu as l'impression de ne pas exister. Maintenant, tout ça, c'est écrit dans la Gemara. La Gemara dit, par exemple, dans Brachot, que si le Hani, le pauvre, il te dit bonjour et tu ne lui réponds pas, Nikra Gazlan, tu t'appelles un voleur. Rachid dit pourquoi? Il dit parce que la seule chose qu'il a, c'est son kavod. Si tu lui réponds pas, donc c'est-à-dire que tu lui enlèves le kavod. Donc ça veut dire que le fait de ne pas répondre à un pauvre, c'est une forme de manque de kavod. Vous suivez ou non? L'image, c'est pareil. J'ai une image. D'accord? Mon image, ça me représente. Donc quelqu'un me fait honte. Ouais, ah, t'es grosse, t'es bête, t'es moche, t'es mal habillé. Donc ça me casse sur mon image. Et mon image, elle me représente. Le nom, c'est pas le nom. On m'a donné un nom. Ouais, c'est le nom que j'ai à la naissance. Bon, on va appeler Léopold ou Alexandrine. Bon, c'est pas de ma faute. D'accord? Mahlouf ou... Ouais. Ah, toi, tu te moques. Mahlouf, Halouf. Le gars, toute sa vie, il a souffert de son nom. Mais c'est pas lui qui l'a choisi, son nom. C'était le nom de son grand-père qui lui-même a souffert. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est le nom.
Donc le nom, ça représente. Donc quand tu fais honte à quelqu'un, par son nom, ouais, ça s'appelle Amechane Shem Lachavero, celui qui va donner un surnom moqueur à quelqu'un, elle appelle le gros, le tunisien, le marocain, le... Une fois c'est marrant, tu vois, mais toute ta vie c'est fatigant. Ouais, l'autre, il a fait 74 régimes. Donc quand tu lui dis, ah t'es grosse, ah, t'as pris des hanches, dis-moi, elle souffre. Toi, tu manges 9 pizzas, tu maigris, elle prend un verre d'eau, elle grossit, la pauvre. C'est la thyroïde, qu'est-ce qu'elle a, elle a rien fait de mal. Non, tu lui mets sur la tête. D'accord. La Gemara dit, dans Baba Metzia, Mechane Shem Lachavero, celui qui donne un surnom moqueur à l'autre, même si l'autre, il dit rien, ouais, celui-là qui a fait ça, il va au Gehinam, il sort pas. Au moins un an, il va en enfer pour ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a fait vivre l'enfer à l'autre. Alors lui aussi, il va aller au Gehinam. Parce qu'il est enfer d'avoir une armada des surnoms moqueurs. Et... Surtout qu'en général, les gens, ils disent ça pour faire du mal. D'accord? Il dit une phrase, bon tiens, en fait, va ranger le camion, espèce de gros... À quoi il sert ce mot-là? Le mot à la fin, il sert à rien. Ça s'appelle un lubrifiant pour faire passer ou un laxatif pour aider. Ouais. Il dit non, l'idée, c'est que ton intention, elle est de faire du mal. Donc tu as rajouté ça. Ouais. Des fois, c'est l'ironie. Bon, vas-y, fais-le, mais de toute façon, je suis sûr que tu vas le rater. Ouais. Bon, travaille à l'école, mais de toute façon, tu es comme ton frère, tu feras rien. Ouais. Donc c'est tous ces mots-là qui font très mal, pire que des coups. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la honte. Or, c'est quoi la honte? La honte, le bisayon, c'est le contraire du kavod. Pourquoi? Parce que c'est quoi le kavod? Dans la définition de la hashkafa, de la pensée juive, le kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. D'accord? Maintenant, il faut savoir que chacun dans ce monde, il a le droit d'exister. C'est quoi exister? Exister, c'est être, et ex, à l'extérieur. Exister, c'est être à l'extérieur. Ça s'appelle la tset milakoach à la poal, passer du potentiel au réel. Maintenant, chaque être est un existant. Mais pour être un existant, il faut exister. Vous me suivez ou... D'accord. Maintenant, exister, ça veut dire que mon être intérieur, qui est potentiel, il va se réaliser à l'extérieur. Et c'est ça le phénomène de l'existence. Et ça, ce qu'on appelle la vie. D'accord. Donc, quelqu'un qui n'existe pas, il est mort. Maintenant, il a son cœur qui bat, il a un cerveau qui marche, il digère. Mais il n'existe pas. C'est-à-dire que son moi intérieur ne s'est pas réalisé à l'extérieur. Maintenant, toi, tu dois construire ton moi intérieur et ton moi extérieur. Il faut que le moi extérieur et le moi intérieur soient les mêmes. La Torah s'appelle Toho Kebaro. Ton intériorité comme ton extériorité. En français, on dit être soi, même, le même que soi. Maintenant, si j'ai un moi intérieur et j'ai un moi extérieur qui ne sont pas les mêmes, je commence à avoir des souffrances. Ouais, après, ça devient de la cohérence. Après, ça devient des mal-être. Après, ça s'appelle du mensonge. Après, ça s'appelle de la dépression. Après, ça s'appelle de la destruction. Après, ça s'appelle du bipolaire. Après, ça s'appelle du bruit. Enfin, je sais pas, il faut trouver une solution. D'accord, mais c'est ça l'idée. C'est simplement parce qu'on n'a pas réussi à fabriquer un être intérieur qui soit au même niveau que l'être extérieur. Maintenant, quand quelqu'un, puisqu'on a dit que le respect, c'est le droit d'exister. Par exemple, là, vous me donnez la parole. C'est gentil. Donc voilà, vous existez, moi j'existe. Maintenant, dans notre rapport de coexistence, vous avez décidé de me donner une priorité existentielle. Ça s'appelle le kavod. Vous me suivez ou non? C'est pareil, la Torah a demandé qu'on fasse le respect des parents. Maintenant, une des raisons pour lesquelles on doit respecter les parents, c'est pourquoi? Parce que c'est la génération, c'est patriarche, c'est le rôle de la famille, c'est la structure dans la société. Non, c'est parce que, puisque le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Maintenant, quand l'autre, il va exister, ouais, tu vas savoir qui il est. Quand tu vas savoir qui il est, tu vas savoir d'où tu viens. Et quand tu vas savoir d'où tu viens, tu vas savoir qui tu es. C'est pour ça que vous verrez que les gens qui ne respectent pas leurs parents, ils passent leur vie à essayer de se demander qui ils sont. Ils font des psys, des trucs, ils font du sport, des trucs de combat, des extrêmes, parce qu'ils essaient de savoir qui ils sont. En vérité, pour savoir qui tu es, il faut savoir d'où tu viens. Puisque les pommiers font des poires, les poiriers font des poires, et les hamaliers font des hamal. C'est ça la frustration d'un père, c'est qu'il ne peut pas insulter son fils, parce qu'il ne peut pas dire fils de hamal. Vous suivez ou... Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, normalement, je dois regarder mes parents, je dois comprendre mes parents, je dois pratiquer mes parents. Or, quand je pratique mes parents, en vérité, je pratique mon passé. Vous suivez ou non? Quand je pratique mes enfants, je pratique mon avenir. Et quand je pratique mon conjoint, je pratique mon présent.
Parce qu'il n'y a personne au monde qui te connaît mieux que la personne avec qui tu vis toute la journée. Les gens disent, ouais, vous savez, je cache bien mon jeu. Ouais, je suis passé 4 fois dans Capital, je suis passé à la télé. Mais ta femme, elle sait qui tu es. Ton mari, il sait qui tu es. Ouais, ton mari, il doit manger l'arnouna. Toi, tu fais pipi dans le lavabo, elle le sait, il y a l'odeur. Toi, tu dis, ah, mais... Donc ça veut dire que ça sert à rien d'essayer de mentir aux gens qui sont les plus proches de moi. Puisque c'est tout l'intérêt du miroir, c'est qu'il me renvoie ce que je suis. C'est comme ça qu'on arrive à s'épiler et puis éventuellement à évoluer. Mais si je mens à la personne qui me renvoie qui je suis, je me mens à qui? Je me mens à moi-même. Donc c'est le respect, vous avez compris, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Donc quand je vais respecter mes parents, ils vont exister. Quand je vais respecter le Rav, il va exister, mais ça m'intéresse qu'il existe, puisqu'en existant, il va me donner ce qu'il contient, et c'est sa Torah qui m'intéresse. Donc je le respecte. Vous me suivez ou non? Quand je vais respecter, je sais pas moi, le conjoint, parce que la Torah, elle dit pas une femme un homme qui n'a pas de femme, il n'a pas de bracha. D'accord? Donc la bracha, elle passe par la femme. Donc l'homme, quand il respecte sa femme, il reçoit la bracha. Donc maintenant, quand il respecte pas sa femme, il perd la bracha. Comment on dit en anglais? Chlet al-denia. Ouais. Alors toi, c'est pareil. Si tu respectes pas ton mari, il n'a pas d'autorité. Comme il n'a pas d'autorité, il ne peut pas agir. Comme il ne peut pas agir, l'enfant à la maison n'est pas structuré parce que le père, c'est repère. Ah, maintenant, tu traites ton mari de pauvre type, après tu dis, ouais, tu joues pas ton rôle de père. Mais comment tu veux qu'il soit un repère puisqu'il n'est déjà pas un père? Donc les jeux sont faits, un père et noir. Donc c'est... Donc l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez compris que le respect, c'est le droit d'exister. C'est pareil, le client, tu le respectes. Il va exister, comment il va exister? En achetant. Quand tu ne le respectes pas, tu l'embrouilles, tu lui mens, tu lui fais n'importe quoi, tu lui fais une déballe de truc, il veut du 38, il n'y en a pas, il y a du 40, tu changes la pochette. Mais papa, il ne revient plus. Tu ne l'as pas respecté. Tu dis, ah, je prends ce que je prends. Ouais, mais c'est idiot, c'est pas du long terme. Donc l'idée, c'est quoi? Tu respectes la terre. Ah ben, elle te renvoie l'énergie, c'est ça l'écologie. Ouais. Vous savez que la Terre, d'après eux, ça fait 15 milliards d'années qu'elle existe. D'après nous, ça fait 5000 ans. Mais c'est intéressant, parce qu'en 200 ans, ils ont réussi à détruire la fonction génératrice et nourricière de la Terre. C'est fort. J'avais lu un article une fois. Ils ont créé, les scientifiques, avec les produits chimiques et tout, ils ont réussi à fabriquer une Terre morte. Il faut comprendre, ça fait 5000 ans, 6000 ans que la Terre, elle donne. Elle donne. Tous les ans, elle donne. Ils ont réussi à faire une terre qui donne plus. Comme tu prends de la poussière de moquette, tu mets une graine dedans, ça ne pousse pas. C'est normal, il n'y a pas les nutriments, il n'y a pas ce qu'il faut. Ouais, et ben, ils ont réussi, à force d'exploiter et d'utiliser, mais en fait de ne pas respecter, ils ont réussi à fabriquer une terre morte. Donc si tu peux faire une terre morte qui produit plus, ben, tu peux faire un couple mort aussi, parce que tu ne le respectes pas. Vous suivez ou non? Tu peux faire un enfant mort, parce que tu ne le respectes pas. Donc vous avez compris que le respect, c'est le droit d'exister. C'est une espèce de décapsuleur d'existence. Comme toi, tu ouvres la bouteille, paf, ça fait pshhh, parce qu'il y a de la pression en dessous. Ben, chacun d'entre nous, il a quelque chose à exprimer, il a quelque chose à faire, quelque chose à dire. Il faut lui donner un espace pour ça. Mais le problème, c'est que pour donner à l'autre le droit d'exister, il faut être déjà convaincu que l'autre en existant ne m'empêche pas d'exister. Vous suivez ou non? Donc tous les angoissés, les paranos, les mal dans leur peau, les nerveux, les coléreux, les orgueilleux. C'est quoi l'orgueil? Non, l'orgueil, ça c'est la traduction. L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont nuls sont obligés d'être orgueilleux. Parce qu'ils savent qu'ils sont nuls. Mais quelqu'un qui est bon, vous me suivez ou non? Il n'a pas besoin de frimer. J'ai déjà vu un lion avec un panneau marqué dangereux. C'est un lion. Il fait 2,50 m, il pèse 200 kg, il a un coup de mâchoire de 10 kg de viande. Quand il fait waouh! Par contre, si un rat, il sort d'un petit trou comme ça, ouais, avec un badge marqué lion, tu sais que c'est un rat. Donc tout le monde le dit, c'est les rats. Mais il est petit, il est mesquine. C'est un rat. D'accord? Maintenant, quand toi, tu regardes un rat et tu le vois comme un lion, c'est toi qui l'as rendu lion. Vous suivez ou non? Donc un lion, c'est un lion, un rat, c'est un rat. Et c'est bien. Celui-là, c'est un patron, celui-là, c'est pas un patron. Celui-là, il est compétent, celui-là, il n'est pas compétent. Des fois, ils sont deux compétents, et là, c'est irrespirable. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Il y a quelqu'un qui suit. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Parce que si vous rigolez pas, j'ai compris, vous ne suivez pas les blagues. Si vous ne suivez pas les blagues, vous ne suivez pas le cours. Alors, ok, vous restez pour pas me faire honte, pour dire, bon, on va dormir ici, plutôt qu'ailleurs. Non, c'est même pas confortable pour dormir.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le respect, c'est le droit d'exister qu'on donne à l'autre. Donc encore une fois, on est tous confrontés à des êtres différents, et tous ces êtres, ils ont le droit d'exister, et moi, quelque part, je suis aussi responsable de l'espace que l'autre aura pour exister. Maintenant, quand j'ai dépassé le complexe de penser que l'autre en existant, il m'empêche d'exister, ouais, et que, dans une grande phrase de Ben Chetrit, qui est en fait un véritable thérapie, c'est qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Donc, il faut arrêter de croire que le mec, quand il a fait le magasin en face, il t'a bouffé la clientèle. Il faut arrêter de croire que il a passé à la fille avant toi, donc il t'a volé ton mazal. Ouais. D'arrêter de croire que si l'autre il parle plus que toi devant tout le monde, ça veut dire que tu passes pour un idiot. Ouais. Non, faut arrêter. Lui, il existe, toi, tu existes, il y a de la place. Il y a de la place pour lui, il y a de la place pour lui, il y a de la place pour toi, il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, le plus puissant, c'est quoi? C'est le kavod qu'on fait à Hachem. Parce qu'Hachem lui-même, il a dit, Lo barati, et là, l'irvodi, j'ai créé ce monde que pour mon kavod. Alors les gens disent quoi? Le bon Dieu, il veut le kavod? Non, t'as pas compris. Puisque le kavod, c'est le droit d'exister qu'on donne à l'autre, donc toi, en respectant Dieu, tu le fais exister. Ça va? Maintenant, tu dis, oui, mais Dieu, il n'a pas besoin de moi pour exister. C'est vrai, il n'a pas besoin de toi pour exister. Mais pour exister dans ta vie, il a besoin de toi. Parce que Dieu n'a dans ta vie que la place que tu lui donnes. C'est comme si quelqu'un vient te dire, ouais, mais je comprends pas ce mec-là, il m'a jamais parlé. Il dit, mais toi, tu lui as adressé la parole? Non. Bah, pourquoi il va venir alors? Tu l'as respecté? Non. Ça veut dire que c'est nous qui décidons de l'espace qu'on va octroyer à l'autre pour que l'autre existe. Maintenant, cet espace, il est dans la réalité, il est dans la réalité, mais il est aussi dans notre cœur. C'est-à-dire que si dans mon cœur, je n'ai pas un espace pour l'existence de l'autre, l'autre n'existe pas. Si je dis à quelqu'un, je suis fier de toi, mais dans ma tête, je dis, oh, il est nul, il ne pourra pas exister. Parce qu'il y a une résonance entre la place qu'il a dans la réalité et la place que moi, je lui donne dans mon cœur. Et mon cœur, c'est quoi? C'est mon intériorité. Comment il appelle le cœur? Il appelle Metsiout, la réalité. Si quelqu'un peut trouver un verre d'eau, parce que là, j'ai un excès de séchage très fort et je ne peux pas me lever parce que si je me lève, je ne sais pas qui c'est qui va parler. Donc, excusez-moi. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire quoi? Oh, dans la main, non, c'est pas grave. Ah, d'accord. Non, ça va, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Kol hakavod. Kenir Boubé Israël. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid b'ro. Je vais pas boire plus, c'est juste pour des. Vous voulez que j'aille vous chercher? Non, c'est super. Par contre, le shampoing, je le bois. Ah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, que si le respect, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre, donc en respectant Hachem, je fais exister Dieu. D'accord? Vous suivez toujours, non? Donc quand je mets les tefilines, alors que j'aurais pu aller au casino, je fais exister Dieu. Quand je fais Shabbat, alors que j'aurais pu aller à la piscine, je fais exister Dieu, puisque je laisse à Dieu une place dans ma vie. Maintenant, Dieu ne peut pas assister et intervenir dans ma vie, sinon en proportionnalité de la place que je lui donne. Vous suivez, par exemple, le tzaddik, il donne toute sa vie pour Dieu. Donc Dieu, il intervient très fort dans la vie du tzaddik. Donc c'est pour ça que quand j'ai un problème, je vais voir le tzaddik. Parce que Dieu, il est avec lui, puisque lui, il s'est effacé devant Dieu. Donc Dieu, il est rentré chez lui. Alors que le rachat, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toute la place. Ani. Donc comme il prend toute la place, il n'y a plus de place pour Dieu. Donc après, il dit, ouais, Dieu, il n'était pas là quand j'ai eu besoin de lui. Mais il ne pouvait pas intervenir, puisque toi, tu l'as enlevé ta vie. Ce qu'elle dit l'Agmara, Amar Akadosh Baruch Hu ala Gaftan. Hachem, il a dit sur l'orgueilleux, mais c'est pareil sur le rachat. En ani veu yecholim ladur baolam. Lui et moi, on peut pas exister dans ce monde, on ne peut pas vivre ensemble dans le monde. Comment Dieu, il dit, lui et moi, on ne peut pas, mais c'est qui lui? Lui, c'est un homme. C'est quoi un homme? Un homme, c'est un cumul arbitraire de particules élémentaires non fixées sur une masse cosmique infinie dans une réalité éphémère. C'est ça un homme, c'est ce qu'on appelle Reh. Mais comment Reh, il peut prendre la place à Dieu, il peut faire de l'ombre à Dieu? C'est bizarre, non? Amar Akadosh Baruch Hu, c'est la Gemara dans Sota, Yaftet. Facile, apprenez-la par cœur. Ouais.
Amar Akadosh Baruch Hu, ala Gaaftan, sur l'orgueilleux, En ani ve'u yecholim ladour. Ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas vivre dans ce monde. C'est pas possible. Comment le mec, il fait de l'ombre à Dieu? Alors Rav Dessler, il explique. Il dit non. Évidemment qu'Hachem, il va exister, même sans lui. Mais dans sa vie à lui, ouais, dans sa vie à lui, de ce monsieur-là, il ne peut pas exister. Parce qu'Hachem, dans sa grande modestie, il n'intervient que dans la place que tu lui laisses. Tu lui laisses pas de place, il n'intervient pas. Après, tu parles du silence de Dieu, de l'absence de Dieu. Mais regarde que l'absence de Dieu, elle est toujours synonyme, parallèle, ouais, de ton absence à toi. Vous me suivez ou... Ouais. Donc cette idée-là, elle est très très importante, qu'en fin de compte, nous, on est là pour faire le kavod à Dieu. Donc, vous avez compris que plus tu vas lui faire le kavod, plus il va te faire le kavod. Et c'est quoi le kavod que Dieu te fait? Puisque le kavod, c'est le droit d'exister, donc Dieu va nous donner le droit d'exister. Et c'est normal, parce que comment il s'appelle Hachem? Melech HaKavod. Wow. Miouzé Melech HaKavod. Qui est le roi du kavod? Mais c'est quoi le roi du kavod? C'est le roi qui distribue le droit d'exister à tout le monde, puisque Dieu, il fait exister tout. Donc vous avez compris que le kavod, c'est un levier. C'est un levier pour faire exister. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de faire exister. Regardez, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui sont coincés, d'accord? Qui sont angoissés, qui ont des peurs, des stress, des mal-être, Qu'on pourrait faire? C'est-à-dire que dans leur circuit existentiel, à un certain moment, ils ont un bouchon. C'est un peu, la psychologie, c'est un peu comme la plomberie, d'accord? Il y a un compresseur qui s'appelle la neshama. Après, il y a une série de tuyaux, qu'on appelle le psychique. Après, il y a un appareil buccal d'expression. Et après, il y a la réalité extérieure. Et l'acte. OK. Maintenant, si quelqu'un, dans son circuit existentiel, il a un bouchon, d'accord? Il a eu un traumatisme quand il était petit. Elle a subi un truc, je sais pas moi, par son cousin. Il a eu une série d'échecs. Il a vécu un échec scolaire. Et son moi, il est bloqué à l'intérieur. Tac, bloqué. Maintenant, comment tu vas faire? Parce que des fois, le moi, il est tellement profond, c'est pas de la psychologie, c'est carrément de la spéléologie. Les gens qui ont subi un traumatisme ou quoi. Maintenant, tu peux pas de l'intérieur, de l'extérieur, mettre ta main dans le psychique de l'autre pour aller chercher le moi, pour aller chercher le bouchon. Qu'est-ce que tu fais? C'est très simple. J'ai pas compris, vous parlez de votre cas? Ah non. Donc non, les interventions ne sont pas recommandables et le droit de se taire est constitutionnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comment tu vas faire sauter le bouchon? Alors, je vous donne un secret. Si je vais augmenter le volume intérieur, ce volume, il va développer une pression. Cette pression, elle va rentrer dans la tuyauterie du psychique et elle va faire sauter le bouchon du traumatisme vers l'extérieur et la personne va exister. Ça veut dire que quand je développe la confiance dans la personne, quand je la respecte, quand je lui donne la force, en fin de compte, qu'est-ce que je fais? Je lui donne les moyens d'enlever elle-même l'obstacle qui l'empêche d'exister. Ça va? Pourquoi? Parce que s'il y a obstacle, c'est-à-dire s'il y a cumul de toxines qui ont créé le bouchon existentiel, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de respect de la personne elle-même. Ce qui fait que quand l'autre a envoyé des toxines, ces toxines qui sont rentrées, ils ont pénétré, ils sont installés, ils ont fait un bouchon. Donc il n'y a que la personne elle-même qui peut enlever le bouchon. Donc celle qui a subi quelque chose, elle doit faire un travail par rapport à ce qu'elle a subi. Celui qui a subi quelque chose, celui qui a... Or, encore une fois, le fait qu'il y ait une négation qui rentre chez toi, c'est parce qu'il y a un espace. Vous vous rappelez, hier, on a dit que, d'accord, le vide n'existe pas et que, ouais. Alors ça, je ne sais pas si je l'ai dit déjà dans les cours que j'ai dit ici, mais ça aussi, c'est une phrase de Ben Chetrit qu'il faut absolument apprendre par cœur. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Je fais plus doucement pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Le degré de pénétration des agressions extérieures, de combien l'agression extérieure elle pénètre. On t'a fait une remarque, on t'a dit un gros mot, on t'a remis en cause, on t'a fracassé, on t'a concassé, on t'a fait du mal, on t'a frappé. Ça existe, mais combien ça rentre? C'est proportionnel au vide intérieur. Alors, je donne une image. Si je prends une batte de baseball et je tape dans un rocher, eh ben, je ne vais pas casser le rocher, je vais me casser le poignet.
Pourquoi? Parce que l'onde de choc, comme le rocher il est plein, elle va rebondir sur le rocher, elle va repartir. En repartant, elle va me casser le poignet. Par contre, si je tape dans un vase, le vase il est vide. Donc l'onde de choc, elle rentre à l'intérieur. Elle essaie de sortir, en sortant, elle explose le vase. Donc le vide, il laisse rentrer l'extérieur. Le plein, il ne laisse pas rentrer. Donc si je suis plein, l'agression, elle rebondit. Si je suis vide, elle rentre. Donc encore une fois, Aodon Kolo, cousin de Marco Polo, soit je vais rentrer dans la logique de la victime, vous ne savez pas avec qui je vis, vous ne savez pas comment j'ai souffert, vous ne connaissez pas la personnalité de ma mère, mon père, c'est comme tu veux. Donc tu vas toujours voir le problème à l'extérieur, mais le problème à l'extérieur, eh ben, au mieux il est miné à Shamaïm, au pire t'es mal tombé parce que tu es le bouc émissaire de la terre, tu attires la chala comme une cuvette de toilette, ouais, et c'est comme ça, ouais. Donc maintenant qu'est-ce que tu peux faire toi? Tu peux, on a dit, renforcer la personne à l'intérieur. Et ça s'appelle le respect de soi. D'accord, alors si toi tu es plein, comment on dit en hébreu plein? Shalem. Que si tu es shalem, tu es béchalom. Mais si tu es chasser, ouais, tu es manquant, on a dit hier, il y a du vide. Et dans le vide, ça rentre, puisque l'agression, elle rentre dans le vide. Puisqu'elle trouve un espace. Or, le chasser, c'est le manque. Comment on appelle la dégénérescence psychologique du chasser? Chasra. C'est la chasra avec un niveau chronique qu'on appelle chasra kbera, c'est la grande chasra, d'accord? C'est une réalité, ça existe, ouais. Mais encore une fois, cette angoisse-là, elle n'existe que par rapport à la taille que tu lui donnes. Parce que les gens, ils parlent toujours de ce qu'ils subissent. Mais ils oublient une chose, c'est qu'un bourreau ne peut être bourreau que si ce bourreau, il est relayé par ton propre bourreau intérieur. Donc avant d'être victime du bourreau qui est dehors, tu es déjà victime du bourreau qui est dedans, qui accepte d'être victime du bourreau qui est dehors. Ça va? Non, n'essayez pas de tout retenir, c'est impossible. On fait à peu près 1 an et demi de psychologie et à peu près 3 ans de yeshiva. Donc n'y rêvez même pas que vous allez tout retenir. C'est pour ça que les cours sont enregistrés. Et si vous êtes intelligent, vous les réécoutez en prenant des notes et vous pouvez présenter une thèse en psycho. Ouais. Mais là, c'est juste qu'on fait un travail ensemble. Parce que vous croyez que vous êtes en train d'écouter un cours, mais en fait, c'est faux. Vous faites une trajectoire psychologique à l'intérieur de vous-même, ouais, en écartant les faux problèmes et en trouvant une résolution au vrai. Et normalement, vous êtes censé sortir différent au début du cours. Des psychologues, des comportementalistes, ils me disent, c'est pas possible, ce que tu arrives à faire en 3 mois, nous on arrive à le faire en 3 ans. Je dis, moi j'ai pas une piscine à payer, c'est normal. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la logique du respect, vous avez compris, c'est un levier très très puissant. D'accord. Ça veut dire, moi je vais respecter l'autre, je vais faire exister l'autre. Par contre, le contraire, je fais honte à l'autre, je l'empêche d'exister. C'est pour ça que le bisayon, c'est tellement grave dans la Torah. Pourquoi c'est marqué celui qui fait honte à son ami en public ne va pas au monde futur. C'est considéré comme un meurtre. Tu dis, attends, oh, ça va, c'est bon, je l'ai charrié, bon, il s'est tapé une chouma, ok, il s'en est pas remis, c'est vrai, il s'est pendu, mais bon, je veux dire, c'était pour rigoler. Ouais, tout le monde se charrie. Ouais, tu me charries, je te charrie. Non, t'as pas compris, tu charries quand l'autre il supporte. Toujours je dis, moi, mes enfants, je leur dis une blague, elle est valable si tout le monde rigole. Mais si toi tu rigoles et l'autre il pleure, c'est pas une blague. Ouais, c'est de la perversion. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le respect, c'est un outil d'une puissance extraordinaire et qui est génératrice de vie. Alors, le manque de respect, c'est un homicide volontaire. Vous me suivez ou non? Parce que ça soit de manière passive, parce que je ne vais pas faire exister l'autre, parce que je ne respecte pas, ou que je fais honte à quelqu'un, donc ça devient actif et agressif, et j'empêche l'autre d'exister. Mais c'est très très grave. Maintenant, pourquoi Elochelek l'Omaba? Parce que comment quelqu'un y va au monde futur? En existant dans ce monde-ci, dans les mitzvot, il a droit au monde futur. Mais comme toi, tu l'empêches d'exister, donc comme il ne se réalise pas dans ce monde-ci, il ne peut pas aller au monde futur. Donc comme à cause de toi, il a perdu l'opportunité d'exister et d'aller au monde futur, donc toi aussi tu perds le monde futur. C'est Mida qui est Mida. Et toute la vie c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant n'attendez pas le monde futur. Déjà dans ce monde-ci, quand j'empêche quelqu'un d'exister, je ne dois pas m'étonner qu'après il y a quelqu'un qui m'empêche d'exister à moi.
Ouais, moi, j'empêche quelqu'un d'exister dans le business et l'autre, il m'empêche de recevoir un argent que je devais recevoir. Et ça dure. Combien ça a duré? 3 ans. Et comment tu as fait l'archouma à l'autre? 3 ans. Vous me suivez ou non? Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Vous croyez que c'est une loi physique? C'est une loi physique, c'est une loi spirituelle, c'est une loi métaphysique. Rien ne se perd. Tu lances du bien, ça pousse du bien. Tu lances du mal, ça pousse du mal. Ah, ça pousse de cette forme-là, dans une autre forme, mais ça pousse. Le bien, c'est pareil, c'est jamais perdu. C'est comme dans ton couple. Tu s'aimes, tu donnes de l'amour, de la gentillesse, de la finesse, de la douceur, tu capitalises. Une fois, j'ai dit ça à un monsieur, il m'a dit, ah, mais elle va être trop heureuse. J'ai jamais compris. Déjà, le principe heureux, je comprends, tu vois, mais trop... Genre l'autre, elle va mourir parce qu'elle est trop heureuse. Peut-être qu'il l'a tué avant parce qu'il l'aime à mourir. Enfin, c'est toute une chanson. D'accord. Mais c'est ça l'idée. C'est de dire, je veux faire exister l'autre. Ok. Mais encore une fois, quand je fais exister l'autre et que l'autre me fait exister, donc moi, j'existe en présence de l'autre et l'autre existe en ma présence. Vous me suivez ou non? Alors, quand moi, j'existe pour toi et toi, tu existes pour moi, comment ça s'appelle en français? La coexistence. Vous me suivez ou non? Et la coexistence, c'est ce qu'on appelle vulgairement le couple. Mais dans la coexistence, c'est le mode évolué du couple. Mais il y a la cohabitation aussi. Je ne sais pas si vous me suivez. Les gens qui cohabitent ne coexistent pas forcément. Or, la cohabitation, normalement, on n'est pas censé faire des enfants. C'est vrai que d'après la loi, on ne peut pas faire des enfants avec un colocataire. D'abord, comment tu vas appeler le petit? Chambre 26. Donc maintenant, si le respect réciproque s'appelle la coexistence, d'accord? Alors attention, là, ça va être très violent, mais comme je sais, vous savez que c'est que de l'amour, ne peuvent coexister que les gens qui existent. Oui. Parce que comment je vais coexister avec quelqu'un qui n'existe pas? Donc maintenant, je suis responsable, attention, de mon existence personnelle. Je suis responsable d'être une opportunité pour l'existence de l'autre. Et l'autre, il est responsable de profiter de l'opportunité que je lui donne d'exister pour exister, et de lui-même d'exister personnellement. Ça va? Ça s'appelle l'existence en double miroir. Et dans tout, c'est pareil. Toi, tu veux que tes enfants ils se réalisent. Alors, il faut que tu leur fasses confiance. Tu dis, mais je ne peux pas leur faire confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Mais pourquoi tu n'as pas confiance en eux? En fait, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Mais alors, quand toi, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en eux. Quand l'enfant, il voit que tu n'as pas confiance en lui, il n'a pas confiance en lui. Par contre, ça fait déjà 2 générations de perdus. Toi, tu dis, ouais, mais vous savez, la vie, elle n'est pas facile. Hein. On m'a trop de fois roulé, et puis moi, je ne suis pas bien, et j'ai peur, et on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais on ne peut pas devenir ce qu'on appelle un agent des PTT, c'est-à-dire un pauvre type par tradition. PTT. D'accord? Non, à un moment ou à un autre, il faut dire, ça suffit la sciure, ça suffit la nullité. Ça y est, c'est bon, allez. Combien tu peux rester par terre? Ok, c'est confortable, tu es par terre, tu dis, ouais, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas ce que j'ai souffert. Ok, combien tu veux? Combien? Allez, tu prends 5 ans, ouais, tu prends 10 ans. Ouais, bon, t'as super, t'as subi quelque chose, t'étais petite, t'as subi. Ok, écoute chérie, t'avais 8 ans, maintenant t'as 38 ans, on peut passer à autre chose? Non, jamais, j'oublierai, jamais. Mais évidemment, tu fais des commémorations, tu fais des immeubles, tu fais des événements, tu fais des chants à la douleur de ta souffrance. Tu es devenu le porteur de la douleur. Tu es devenu même on t'appelle le mur des lamentations, le cotel. C'est vrai, les gens, ils te voient tellement te plaindre, des fois, ils se disent, je sais pas pourquoi j'ai envie de lui mettre un bout de papier dans le nez. Ça porte bonheur, il paraît. C'est pas grave. Ouais. Donc l'idée, ouais. Il y a un temps de réaction quand même. Hein. Donc c'est quoi l'idée? Non, en fait, j'ai besoin de l'acuité intellectuelle que vous mettez à ne pas rater la prochaine blague pour augmenter le niveau d'intensité de l'enseignement. Vous me suivez ou... Voilà. Donc si c'est ça, vous avez compris maintenant que le respect, c'est le droit d'exister. D'accord? Alors je vous donne un phénomène. J'ai donné souvent cet exemple, mais ce n'est pas un exemple en vérité, c'est un phénomène. C'est quelqu'un, il vient, il me dit, Rav Chetrit, j'aime plus ma femme. Ou j'aime plus mon mari. Comme ça, des gens, ils se lèvent le matin, tac, c'est fini, j'ai plus rien. On dit, genre, ils ont enlevé la prise. Je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune mal au carré. Avant de ne plus aimer la personne,
Tu as commencé par ne plus l'admirer. Il me dit, c'est vrai, je l'admire plus, elle a grossi, il est bête, il dit n'importe quoi, il rabâche. Avant d'arrêter d'admirer, tu as arrêté de respecter la personne. Bah oui, je lui parle mal, j'envoie balader, je dis des gros mots, je tiens pas compte de ce qu'il me dit, ce qu'elle me dit. Regarde, c'est un process. Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, tu respectes pas la personne. On a dit que le respect, c'est quoi? C'est le droit d'exister. Donc quand tu respectes la personne, quand elle parle, tu l'écoutes. Quand elle fait quelque chose, tu lui dis bravo. Quand elle s'arrange, tu lui dis c'est magnifique. Donc quand tu respectes l'autre, puisqu'on a dit que les quatre pôles d'existence, c'est le nom, l'image, la parole et l'acte. Donc en respectant la parole de quelqu'un, l'acte de quelqu'un, l'image de quelqu'un et le nom de quelqu'un, je vais le faire exister. Encore une fois, ce que les nazis ils ont fait dans le négatif, tu peux le faire dans le positif. Parce que les escaliers pour monter, les escaliers pour les descendre, c'est les mêmes. Avec un levier, tu peux débloquer, tu peux ouvrir la caisse et fermer la caisse. Donc les outils qui servent pour grandir, ils servent pour détruire. Donc tu peux te servir du kavod pour détruire, pour construire, puisque tu te sers de la honte pour détruire. Et c'est le même levier. Ça va? Donc maintenant, je dis, toi, tu es malhonnête. Parce que quand tu as commencé à ne plus respecter la personne, ça a démarré il y a 3-4 ans, à la fin, donc tu ne l'as pas donné le droit d'exister. Comme la personne n'existe pas, elle ne peut pas te donner le meilleur d'elle-même. Donc comme tu ne vois plus le meilleur de la personne, tu commences à ne plus l'admirer. Et quand tu arrêtes de l'admirer, c'est quoi admirer? Admirer, c'est voir la valeur de l'autre, c'est voir le relief de l'autre. Quand tu vois quelque chose de bien chez l'autre, qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de t'identifier. Comment on appelle identifier? Identifier un. Un, c'est quoi? Echad. Echad, c'est quoi? Ahava. C'est la même gematria. Donc, tu vas aimer. Donc, en vérité, tu vas aimer. Je crois que c'est un guilou, il est là, c'est ça tous les cours. Donc, quand tu vas aimer. Donc, quand tu vas aimer, en fin de compte, tu vas faire un avec l'autre. D'accord? Donc, quand tu viens chez moi et tu dis je l'aime plus, je dis mais t'es malhonnête. Parce qu'avant d'arrêter d'aimer, t'as arrêté d'admirer. Avant d'arrêter d'admirer, t'as arrêté de respecter. Vous avez compris que c'est un process? Oui, non? Oui? Maintenant, tout c'est pareil. Dans ton travail, quelqu'un dit j'aime plus mon boulot. Mais avant d'arrêter d'aimer ce boulot, t'as arrêté d'admirer le boulot. C'est vrai. Après, avant, t'avais arrêté de respecter ton travail. Dans tout c'est pareil. La Torah, c'est pareil. Toi, tu respectes la Torah. Comme tu la respectes, tu l'étudies. Comme tu l'étudies, tu vois son intelligence, tu vois sa puissance. Donc tu l'admires. Comme tu l'admires, tu l'aimes. Mais toi, tu n'étudies pas la Torah. Tu la pratiques pas. Tu la gardes pas. Au bout d'un moment, tu dis, écoutez, je me sens étranger, j'ai plus rien à voir avec tout ça, je crois que j'ai fait une croix dessus. Vous me suivez ou non? Donc moi, ils me font marrer les gens qui s'investissent pas dans la Torah et qui je ressens rien. Vous savez, j'ai perdu la grâce, à un moment j'y croyais, j'y crois plus, mais tu t'étudies combien d'heures par jour? Rien. Mais alors ferme-la. Moi, même moi, aujourd'hui, j'ai 59 ans, la vérité, des fois, j'ai pas la patience. Ils viennent chez moi, ah, mais Chédric, j'ai une question. Maintenant, moi, je vois l'ampleur de la question. Je vois qu'il y a une réponse à donner. Mais j'ai envie, je lui dis au gars, excusez-moi, combien de temps vous avez étudié dans votre vie? Combien d'années d'Yeshiva? Il m'a dit 0. Je dis, pourquoi vous posez des questions sur la Torah? Parce que vous savez que vous connaissez rien. Ça t'intéresse? Va consacrer 5-8 ans. Tu verras que tes questions, elles vont disparaître. Les gens, ils veulent pas étudier, mais ils ont des questions. Genre, j'ai des questions. Moi aussi, j'ai des questions. Moi, je me demande pourquoi tu existes. Bon, c'est une question. D'accord? Est-ce qu'un furoncle, il est utile dans le monde? Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai le droit d'avoir des questions et c'est légitime quand j'étudie. Quand j'étudie pas, c'est pas des questions, c'est des prétextes pour éviter d'avoir à assumer ce que je devrais assumer en étudiant. Ça va? En fin de compte, c'est de la cohérence avec tendance malhonnête. Parce que j'ai peur d'apprendre, parce que si j'apprends, je sais, et si je sais, je suis obligé. Ah bon, tu crois que tu es obligé d'apprendre pour savoir, toi? Tu crois que tu es obligé de savoir pour être obligé? Qu'est-ce qu'ils disent les goïms quand tu es au tribunal? Nul n'est censé ignorer la foi. Donc on n'en a rien à attraper que tu ne savais pas. Tu n'as qu'à te renseigner. Tu es juif, non? Va apprendre. Non, écoutez, franchement, c'est pas mon trip. Moi, je suis plutôt philosophie, plutôt idée globale, physique quantique. C'est comme tu veux, maman. Mais le jour où tu vas te prendre la tête avec ta femme parce que tu es orgueilleux, c'est pas la physique quantique qui va t'aider. Hein. J'arrive. Je pense qu'il faut les nourrir. Hein, ça, à ce niveau de violence, c'est... D'accord? Donc, vous avez vu la vitesse de répartie? Ah, il m'a dit, c'est quoi la vitesse de la lumière? Je lui dis, regarde ma vitesse de répartie, tu vas comprendre. Donc, c'est une image, c'est beaucoup plus rapide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le respect...
Ça va. Ouais, que le respect, vous avez compris, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. D'accord? C'est le droit d'exister que je donne à mon conjoint. C'est le droit d'exister que je donne à Hachem. C'est le droit d'exister que Dieu me donne. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui nous manque comme étape pour comprendre que le respect de soi, c'est le droit d'exister que je me donne à moi? Vous me suivez ou non? Et ça, c'est un petit peu le problème. C'est les gens qui confondent l'abnégation, la modestie et l'autodestruction. Vous savez, les gens, je suis rien, moi je vaux rien, qu'est-ce que je suis rien, je suis rien, je suis rien. Mais tu peux pas être rien. Ouais, parce que si tu étais rien, pourquoi le bon Dieu t'aurait mis sur la terre? Donc tu as quelque chose à faire, tu as un rôle à jouer, tu as une personnalité à amener dans le monde, tu as une dimension unique, tu es Echad. Donc il faut amener dans ce monde ton côté Echad. Et bien, l'effort d'amener ton côté unique dans le monde s'appelle le respect de soi. C'est pour ça que la Gemara dans la Mishnah, dans Sanhedrin, la Metzaïn, elle dit comme ça. Là-bas, la Mishnah, elle parle des témoins, que les témoins qui doivent témoigner sur le meurtre, on est obligé de les prévenir, de leur montrer la gravité de ce qu'ils vont faire, que ça peut entraîner la mort, donc c'est grave. Il dit Ketsad meyaimim al-aidim. Comment est-ce qu'on va effrayer les témoins pour leur faire prendre conscience de la gravité de leur témoignage et des conséquences? Al-aidin nefashot, sur les témoins de meurtre. Il dit les fichach, on le redit comme ça, les fichach nivra à Adam Yahidi. C'est pour ça qu'Hachem a créé l'homme seul. Pourquoi Hachem il a créé un seul homme? C'est vrai, c'est une question, non? Pourquoi il manquait de matière à l'époque? Pourquoi il a créé Adam Arishon? Il aurait pu créer 30, 40 millions d'hommes d'un seul coup. Pourquoi il a créé un, et à partir de lui, tous les êtres humains sont venus? Il dit, les lames d'Echa, pour t'enseigner, chez Kol Abed Nefesh Achat mi Israël, que tout celui qui va détruire une âme d'Israël, Ma'ale ala vakatouv keilu ibed olam malé. Ouais. Le pasuk va considérer comme s'il a détruit un monde entier. Ce mot-là, il est bizarre. Olam, malé. Un monde entier. On a expliqué déjà dans un des premiers cours que le mot olam, il vient de la racine ne'elam. Ne'elam, c'est quoi? C'est ce qui est caché, ce qui est invisible. Donc quand tu as une personne devant toi, la partie cachée est toujours plus grande que la partie voyante. C'est un petit peu ce qu'il a découvert le capitaine du Titanic en touchant l'iceberg. D'accord? La partie cachée de l'iceberg est plus grande que la partie voyante. Donc tu vois une personne devant toi. Ok, elle fait 1m80, elle pèse 130 kg. Tu dis, bon, c'est une personne imposante. Mais en vérité, son importance à l'intérieur, elle est plus grande que son importance à l'extérieur. Tu prends deux gars de 100 kg, d'accord? Tu prends un baillet, par exemple, de la Guémara, qui était assez fort, et un autre, ouais, un obèse américain qui sort d'un supermarché. Tu peux les comparer, les deux? Abaye connaît toute la Torah entière, et l'autre, il connaît tous les rayons de sucrerie. Bon. Mais en vérité, le kavod, en hébreu, on a dit c'est le respect. Mais ça vient du mot kaved. C'est quoi kaved? Lourd. Ouais. Maintenant, vous savez, quand on dit d'une personne, c'est du lourd. C'est l'expression, ouais. Ou le contraire, quand on dit, bon, vous savez, il est un peu léger quand même, le gars. Qu'est-ce que tu penses au fait de David pour s'occuper de la chaîne de magasins? Non. Peut-être le ménage dans un des magasins, mais il ne peut pas gérer. Attends, il faut au moins un major central ou HEC, quelque chose de sérieux. Attends, il y a 123 magasins, il y a 150 millions de chiffre d'affaires journaliers. On ne peut pas donner ça à un mec comme ça qui a eu le bac avec mention passable. C'est-à-dire qu'on est obligé de le glisser sous la table sous la porte pour qu'il passe. Ouais. Pourquoi? Il est un peu léger. Mais tu as bien compris que c'est pas parce que le mec c'est un poids lourd, un poids léger. Il est léger, ça veut dire il est calme. Il est vide à l'intérieur. C'est un papier crépon. D'accord? Comme le papier qu'ils prennent dans les enceintes. Vous avez déjà démonté une enceinte? Quand vous allumez, ça fait ça vibre. Ben, ce carton-là, il est tellement léger que la vibration du son, elle le fait bouger, elle fait vibrer. D'accord? Enfin, quand tu mets une plaque de métal, essayer de la faire vibrer avec du son, c'est compliqué, parce que c'est du solide. Donc quand on dit de quelqu'un qu'il est léger, ouais. Par contre, le contraire, quand on dit que c'est du lourd, pas qu'il est lourd, quelqu'un qui c'est du lourd. Un mec qui a 4000 appartements, c'est du lourd en immobilier. Ouais. Celui-là, il a fait 33 ans de médecine, il a fait 880 opérations du cœur. Au niveau chirurgie, c'est du lourd. Maintenant, tu vois le côté lourd qui est kaved, ouais, kaved, mechoubad. Il est mechoubad, il est respectable, d'accord? Pourquoi?
et c'est pour ça qu'on le respecte. Une fois, un papa, il m'a téléphoné. Il m'a dit, allô? Je dis oui. Il dit, c'est vous le gourou? Ah, j'en ai vu, mon téléphone. Il m'a dit, mon fils, il a fait tchouba avec vous. Eh ben, tu vas bien. Il m'a dit, non, mais il fait pas kibbutz de même. Kibbutz de même. Kibbutz AM. Il fait pas kibbutz de même. Je sais pourquoi. Il m'a dit, viens pas nous faire le kiddush vendredi soir. Je dis, ah bon, ça m'étonne. Ah bon? Et pourquoi? Je dis, ben, parce qu'on lui dit de venir vendredi soir, mais on n'a pas la place pour qu'il dorme. On peut pas, on a ses frères et sœurs, donc rien qui fait kiddush, il s'en va. Je dis, mais où il habite? Anthony. Et vous, vous appelez où? Rouen. J'ai pas compris. Vous voulez qu'il vienne faire le kiddush et qu'il s'en aille? Ben, recevez-le pour Shabbat. Elle n'a pas la place. On ne peut pas, il n'y a pas à manger pour tout le monde. Rien qui fait kiddush, il s'en va, on n'a rien demandé. Qu'il fasse kibbutz d'avem. Je dis, mais je commence à lui expliquer les lois du Shabbat et tout. Il me dit, ah, commencez pas à me faire un bourrage de crâne ou un lavage de cerveau. Je fais, si votre cerveau est sale, je veux bien le laver. S'il est rempli de lourdeur, je vais bien le gaver, le bourrer. Mais il ne comprenait pas. Je dis, en fait, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous voulez que votre fils il vous respecte? Il m'a dit oui. Je dis, pour être respecté, il faut être respectable. Il a compris, là. Ça l'a calmé. Monsieur, non. On ne peut pas exiger le respect si on n'est pas respectable. Or, comment on va être respectable? C'est parce qu'on se respecte. Ça ne s'arrête jamais. Mais si tu ne te respectes pas toi-même, tu parles mal, tu mens, tu triches, tu voles, après tu dis, hey, il me faut le respect. Ah bah, je ne peux pas te respecter, il n'y a rien à respecter. Parce qu'encore une fois, le respect, c'est quoi? C'est un levier décapsuleur de potentiel. Donc, pour que moi, je te respecte, il faut que toi, tu me donnes envie de te respecter. C'est-à-dire que toi, en existant, tu me donnes le meilleur. Donc, comme moi, tu donnes le meilleur de toi-même. Donc, moi, quand je te respecte, c'est parce que c'est pour t'encourager à encore générer du meilleur. Mais si toi, tu me donnes le mal, je ne peux pas te respecter, puisque comme le respect, c'est un levier décapsuleur de potentiel. Donc, en te respectant, tu vas me faire encore plus mal. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques, par exemple, exigent le respect. Mais tu n'as pas compris. Plus je te respecte, plus tu me fais du mal. Ah, tu dis oui, mais moi, il me doit le respect. Le respect, c'est un truc qui se mérite. C'est normal. Dans la Torah, elle t'a dit respecte tes parents, ok. Mais c'est marqué dans l'halakha que le père et la mère doivent avoir un comportement tellement exemplaire que l'enfant, il trouve naturel le respect. Donc ton père, il doit être le gadolador, le grand de la génération. Maintenant, le grand de la génération, tu lui coupes la parole, tu t'assois à sa place, tu prends sa place. Non, pourquoi? Dis-moi, Baba Salé, tu dis, Baba Salé, lève-toi, je vais m'asseoir. Il parle, tu dis, tais-toi, t'as rien à dire. Je peux pas, c'est Baba Salé. Ton père, il doit devenir le grand de la génération. Tu dis, mais il est arrête, il connaît rien, il sait même pas lire. Ok, mais il respecte ta mère. Eh ben, il est le grand de la génération dans le respect de sa femme. Il est honnête. Eh ben, c'est le gadolador de l'honnêteté. Trouve une valeur chez lui qui est incroyable, et c'est sa valeur que tu vas respecter. Vous me suivez ou non? Mais si tu es foncièrement convaincu que c'est un pauvre type, et lui-même il te donne à penser que c'est un pauvre type, comment tu vas faire pour le respecter? Là-bas, tu vas faire semblant. Comme tu fais semblant, il dit, ah, je sens pas que tu me respectes. Mais, évidemment, parce qu'en plus qu'il est pas construit, en plus il est susceptible. Double peine. Ouais. C'est-à-dire les ABS, avant, arrière, bloqué. Avancer, bloqué, reculer, bloqué. Évoluer, bloqué, remise en cause, bloqué. Double keblo, d'accord? Donc cette logique-là, ça veut dire que quand la Torah, elle m'a demandé de me respecter, ouais, ça veut dire que moi, je dois accepter que je suis un relame malais. Je suis un monde. Excusez-moi, ça dérange les gens qui écoutent. Alors, vous pouvez aller ailleurs, ça ne me dérange pas. Donc, maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que quand je respecte quelqu'un, je le fais exister. Oui. Donc, quand moi, je me respecte, je me fais exister. Mais le problème, c'est que pour que déjà j'ai l'initiative de me respecter, il faudrait que je comprenne que j'ai assez de valeur pour penser que ça vaut la peine d'être respecté, puisqu'on a dit que le respectable est respecté. Donc, c'est ce bord-là que, tant que je ne me respecte pas, je ne suis pas respectable. Comme je ne suis pas respectable, je ne peux pas me respecter, parce que je vais respecter qui? Puisque je pense que je ne suis pas respectable. Ça va? Alors, il y a une valeur de base. Tu es vivant, tu es une personne. Oui, ça, c'est une valeur de base. À partir de cette valeur de base, déjà, tu es digne de respect. Après, tu rajoutes. C'est comme un diamant brut. Un diamant brut. Imagine un diamant brut
de 190 carats, il a une valeur ou non? Oui, non? Je ne sais pas, vous connaissez rien dans les diamants? Oui, oui. C'est beaucoup. Ouais. Un diamant taillé de 190 carats, c'est celui de la reine d'Angleterre. Ouais. Ouais. Maintenant, un diamant brut de 190 carats, il a aussi une valeur. Mais un diamant brut de 190 carats qui est à 80 km de profondeur en dessous du Kilimandjaro, il vaut combien? Rien, puisque personne ne sait qu'il est là-bas. Vous me suivez ou non? Eh bien, c'est exactement pareil. Le problème, c'est que toi, à l'intérieur de toi-même, tu as un diamant de 180 carats au fond de toi. Mais toi, tu ne le sais pas. C'est pour ça que les parents, ils doivent te convaincre que toi, déjà, tu as une valeur. Que les professeurs, ils doivent te convaincre que tu as une valeur. Que tes amis, ils doivent te convaincre que tu as une valeur. Parce que comme toi, au départ, tu es trop jeune pour comprendre que tu as une valeur, puisque tu n'as pas conscience de toi-même. Donc, avant que tu aies un moi qui puisse s'occuper de toi, il faut d'abord que le moi de l'autre, il s'occupe de ton moi, pour que ton moi, ensuite, il puisse s'occuper de toi. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça qu'on donne confiance à l'enfant. Bravo pour ce que tu fais. C'est bien, je suis fier de toi. Je t'aime comme tu es. Pour ton côté bon et contre ton côté mauvais. Parce que le côté mauvais, quand il est petit, c'est son Yetzirah. Mais Yetzirah, c'est pas lui. Mais le problème, c'est comme il n'a pas encore développé un moi. Donc s'il lui dit, j'aime ton bon côté, j'aime pas ton mauvais côté. Du coup, lui, comme le mauvais côté, il croit que c'est lui. Parce que Yetzirah, il s'identifie. Donc il croit que tu l'aimes pas. Après, il dit, ouais, mais tu m'aimes pas. Après, tu me dis que tu me respectes, mais au fond, tu m'aimes pas. Mais il dit, mais j'aime pas ton mauvais côté, mais mon mauvais côté, c'est moi, parce que j'ai pas encore développé un moi pour lutter contre mon mauvais côté. Ah, c'est compliqué, mais avec un M. C'est ça l'idée, oui. Donc ça veut dire que tant que la personne n'a pas développé la capacité elle-même de se respecter, je suis obligé, moi, d'être l'agent de son propre respect. Par contre, attention, quand elle commence à développer son propre respect, moi, je dois m'effacer pour qu'elle, elle apprenne à se respecter elle-même. Parce qu'au marché noir du respect, ouais, celui qui prodigue le respect peut devenir le dealer du respect de l'autre. Et l'autre, dans l'accrodépendance au besoin d'exister, il ne va pas développer une indépendance existentielle, mais il va se servir du respect que je lui donne pour exister. Ça va? Le problème, c'est que celui qui sait, qui détient chez lui le pouvoir de te donner le respect, il peut s'en servir pour manipuler. Ce qui est une tendance naturelle chez les SS, les super... Ah, c'est vous qui l'avez dit. Vous avez compris ou non? Donc c'est ça le problème. C'est que d'un côté, pendant un moment, tu dois être le... Parce qu'on dit Katan en Bodaat Gadol Olmoed al-Gabav. Il y a un enfant n'a pas de conscience, mais il y a un grand qui se tient au-dessus de lui. Ça va? Maintenant, à un moment, cet enfant, il va devenir un adulte. Quand il devient un adulte, à ce moment-là, c'est lui qui doit prendre le relais de son propre respect. Maintenant, l'homme traverse 3 grandes périodes. Une période qui s'appelle l'enfance, une période qui s'appelle l'adolescence, une période qui s'appelle l'adulte. La période de l'enfance, c'est quoi? C'est la période de la limite, de la petitesse, de l'incapacité, c'est la période du rêve, c'est la période de l'immaturité, c'est la période de l'illusion. La période adulte, c'est la période de la réalité, c'est la période de la responsabilité, c'est la période de la maturité, c'est la période de la kedusha, de la responsabilité, du mariage, de la Torah, de la Hirat Shamaim. Ça, c'est la 3e période. Mais entre la période de l'enfance, qui est très trouble, et celle de l'adulte, qui est très nette, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Internet. D'accord. Donc, entre les deux, il y a l'adolescence. Et c'est quoi l'adolescence? C'est un grand moment de solitude. Ben oui, parce que tu n'es plus un enfant, mais tu n'es pas encore un adulte. Tu as un corps formé pour faire des avérotes, mais tu n'as pas encore la conscience pour te rendre compte que c'est grave ce que tu fais. Vous me suivez ou là? Et l'adolescent, tu veux l'aider, mais tu peux pas parce qu'il t'écoute plus. D'accord? Mais de côté, il écoute des copains qui sont d'une influence plutôt néfaste pour ceux qui lui indiquent des manières de vitaminer son organisme. Alors, comment tu peux faire? Alors, on a dit que comme tu l'accompagnes quand il est petit, tu lui fais le respect. Ouais. Et c'est à cette période-là, la période de crise, parce que vous savez qu'un homme a 2 grandes périodes de crise dans sa vie. C'est 14-18 et 39-45. La femme aussi. Ben, dans la crise d'adolescence, c'est une crise nécessaire. Le Rav de Brice qui dit plus la blessure est profonde, plus la cicatrice est solide. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que tu vois que les gens qui n'ont pas fait de crise d'ado, vous savez, moi j'ai eu une adolescence très équilibrée, j'étais première de ma classe, mes parents étaient très fiers de moi.
Tu dis, celle-là, elle n'a pas encore fait la crise d'ado. Et elle va la faire, plus tard. Quand la crise d'ado à 18 ans, c'est que tu te prends pour, je sais pas moi, tu te prends pour Boris Vian, tu veux faire ta révolution, tu remets tout en cause. Alors les religieux, ils veulent plus être religieux. Les non-religieux, ils veulent être religieux. Les parents ne comprennent pas. Un petit laïc, tranquille, qui a été élevé au cochon, d'un seul coup, il veut devenir Lubavitch. Alors ils vont voir le rabbin, mais Rav, qu'est-ce qu'on a fait pour que notre enfant il tourne religieux? Il dit, faites vérifier les mezuzot. Non, on n'en a pas. C'est de la folie. C'est que l'enfant, il fait exactement le contraire de ce que tu veux. Toi, tu l'as éduqué, mais pas laïque. 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 Ouais. Il te sort le hassid. Et l'autre, tu l'as donné le lait chamour avant la naissance. Ouais. À 15 ans, il te dit, laissez-moi tranquille avec votre religion de mercredi. Puis, mais ça, le monde, il est à l'envers. Je comprends pas. C'est vrai. Celui-là, depuis qu'il est petit, il est dans l'étude. Il veut plus voir un passouk. Celui-là, il ne sait même pas lire, il te dit, je vais apprendre toute la Torah entière. Et il étudie 28 ans par jour. Il ne sait plus quoi faire. Est-ce que les bonnes recettes sont les mauvaises? C'est compliqué, non? Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que l'enfant, il est dans l'illusion. L'adulte, il est dans la maturité. L'adolescence, il est dans la crise entre la fin de l'illusion et le début de la maturité. Le point de rupture entre la fin, entre la prise de conscience que la vie, c'est pas les bisounours, et que la responsabilité, c'est quelque chose qu'on peut assumer quand on veut, c'est la crise d'ado. Ça va? Maintenant, je ne vous ai pas donné d'âge. C'est que les gens qui rêvent à 38 ans, c'est des enfants. Les gens qui assument à 12 ans, parce qu'ils ont des parents qui sont tellement gamins, qu'ils ont été obligés de renoncer à leur enfance pour assumer les lourdeurs de leurs parents. Donc, ils sont adultes trop tôt. Du coup, un jour ou l'autre, ils vont devoir être enfants. Parce que la psychologie, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. Donc le mec à 40 ans, ouais, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai droit au bonheur, j'en ai marre de cette destinée qu'on m'a fixée. On m'a dit, marie-toi, on m'a dit, fais des enfants, on m'a dit, fais des études. Eh ben, j'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter, j'ai envie de kiffer, En fait, il fait sa crise d'ado. Enfin, Jérôme, t'as 62 ans, faut se poser, là. C'est pas parce que tu as maigri de 30 kilos que... Moi, j'ai eu plein de gens qui font des gros régimes comme ça. Ils perdent 30, 40 kilos. Des hommes et des femmes. Et d'un seul coup, tac, je veux vivre ma vie. Ils jettent les filines, les goyotes. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tout son poids était fourni par son poids. Donc, son kavod, c'est ton kaved. Quand il a enlevé le poids, il a plus de poids. Comme il a plus de poids, il est devenu léger. Vayarasku ba'avel vayahavlu, il dit le pasouk. Ils se sont occupés de choses vaines, ils sont devenus vains. C'est quelqu'un, il peut devenir léger. Ça, tu fais toute la journée, tu regardes des lourdeurs, tu écoutes des bêtises, tu lis des bêtises, tu penses des bêtises, tu dis des bêtises, et bien tu deviens brêle. Surtout si génétiquement, tu es déjà prêt, parce que tu t'appelles Jacques. Restez concentrés, ne me quittez pas. D'accord? Donc cette idée-là, vous avez compris maintenant que le respect, oui, c'est le droit d'exister que je me donne quand j'ai compris que moi-même j'ai un côté yahid, que j'ai un côté unique. Mais le problème, c'est que ce côté unique, pour le découvrir, ouais, il faut que je fasse mon auto-analyse. Ce que nous, on appelle le moussard. C'est ça le moussard. Les gens ils croient que le moussard, c'est une marque de moussard rasé. Pas du tout. Le moussard, c'est une caméra en double vision. Tu mets une caméra à l'intérieur de toi et tu filmes ce que tu ressens, et tu mets une caméra à l'extérieur de toi et tu filmes ce que tu fais. Et après, tu regardes si le film A et le film B, ils correspondent. Si ce que tu ressens, c'est ce que tu fais, ça veut dire que vous êtes cohérent. Maintenant, quand tu vas filmer ton intériorité et que tu vas voir les incohérences avec l'extériorité, par exemple, tu rigoles d'un truc qui n'est pas marrant, c'est un problème. Tu pleures d'un truc qui n'est pas grave, c'est un problème. Tu t'affoles et tu n'arrives pas à réfléchir. T'as un problème. Tu réfléchis, tu n'arrives pas à ressentir. T'as un problème. Donc en fait, c'est cette différence dans l'équation. Est-ce que A égale B? Est-ce que ton être intérieur et ton être extérieur sont les mêmes? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu comprends ce que tu ressens? Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur tes problèmes? Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur ton bonheur? Tout ça, ça s'appelle un portrait robot de ton intériorité. Maintenant, comment veux-tu travailler à améliorer un produit que tu ne connais pas?
Tu comprends? C'est comme si tu arrives dans une nouvelle société, tu dis bonjour, ingénieur conseiller en développement. Oui, eh ben allez-y, voilà votre bureau. Le mec il dit ah non mais vous vendez quoi? C'est quoi le produit? C'est quoi l'usine? Écoutez, j'ai fait 5 ans d'études. Je n'ai pas besoin de vous expliquer une chose pareille. Alors allez-y, débrouillez-vous. Le mec il dit donnez-moi un produit, je le développe, mais vous n'avez rien. Alors c'est exactement pareil. Toi on a dit grandis, deviens toi-même, va au bout de toi-même, maîtrise-toi, améliore-toi. Tu dis mais comment veux-tu que j'améliore un produit que je ne connais pas? Donc il faut apprendre à se connaître. Et si vous allez dire attendez, on n'est pas tous des psychologues ou là des chachamim, comment on va faire? Mais dis-moi, comment ça se fait qu'on est tous les psychiatres des autres et pour nous-mêmes on a du mal à se définir? Tu prends n'importe quel jbeb. Tu dis, qu'est-ce que tu penses de ce gars-là? Celui-là, il est mal dans sa peau. Il est comme ça. Sûrement que son père l'a pas allaité. Peut-être il a trop souffert. Il était nul à l'école. Il dit pas ce qu'il pense. Allons, des psychologues des autres, Blainara. Ouais. Je lui dis, mais comment ça se fait que tu arrives à être psychologue de l'autre? Ben, c'est normal, parce que l'autre, il est là, et moi, je suis là. Mais quand je te demande d'être psychologue de toi, pourquoi tu as du mal? Parce que toi, tu es là, et tu es là. Vous me suivez ou non? C'est comme si quelqu'un dit, dis-moi, c'est vrai que tu as un doctorat de littérature, bien sûr. Combien tu as lu de bouquins? 20 000. 20 000 livres? Wow, donc tu sais lire. Bah, évidemment que je sais lire. Ok, ah bah, si tu sais lire, vas-y, lis. Et l'autre, je lui mets une feuille, je lui dis, vas-y, lis. Il n'arrive pas à lire. En plus, il est russe. Vas-y, lis. D'accord? Donc, il lit pas. Je dis, pourquoi tu lis pas? Mais il me dit, je n'arrive pas à lire. Pourquoi? Mais pourquoi tu lis pas? Écoute. Parce que je manque de recul. Ah, l'art extra. Tu sais pourquoi tu n'as pas vu tes enfants grandir? Tu manques de recul. Tu les regardes toujours comme s'ils ont 8 ans. Pourquoi tu comprends rien à ton business? Parce que tu as la tête dans le guidon. Tu manques de recul. De temps en temps, fais un bilan, pose-toi. Tu dis, bon, combien tu gagnes depuis le temps? Ah ben, je sais pas, j'arrive jamais à faire de la marge. D'accord, mais peut-être que tu perds à l'achat, tu payes trop cher le produit. Ah, tu as raison, j'ai manqué de recul. Qu'est-ce qu'il fait l'audit? L'audit, il te fait un audit parce qu'il a le recul, parce que c'est pas sa société. Tu devrais faire un audit de ton couple. Où est-ce qu'on en est, chérie? Niveau communication, niveau compréhension, niveau évolution, niveau sentiment, niveau intimité. Viens, on fait un petit audit. Ah non, ça veut rien dire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces mots? C'est quoi ces trucs? Bon, alors, fais une analyse personnelle de performance intime. Je sais pas, on trouve des mots, mais fais quelque chose. Rien. Reste à côté de l'eau comme ça. Zdarna. 2 plats de nouilles sans sauce qui refroidissent. Ils ont tellement soupiré, ils auraient pu remplir une montgolfière. Mais où elle est la simcha? Où elle est la farha? Où elle est? Si j'ai la joie. Non. Alors, comme toi, tu dis, écoute, tu veux qu'on passe des bonnes vacances? Allez, vas-y, va au syndicat initiative, va à l'office de tourisme, va organiser, va voir. Et on passe des bonnes vacances. Tu dis non. Chacun il dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Tout est marqué dans la phrase. D'accord? Donc ça veut dire que quand toi, tu vas le faire pour l'autre, parce que naturellement, tu as du recul sur l'autre, il suffit que tu prennes du recul sur toi-même pour être capable de faire l'audit de toi. Ça s'appelle la connaissance de soi. Vous suivez ou non? Donc il faut apprendre à mettre au-dessus de sa tête une caméra et se regarder vivre. Par exemple, quand tu parles, tu écoutes, tu dis est-ce que je pense, ce que je dis. Ça coûte rien. Même si bon, non. Ouais. Après, tu fais quelque chose, tu dis est-ce qu'au fond, je veux le faire. Des fois, on te dit tiens, reprends du poulet. Tu dis merci et tu manges. Et tu dis mais en fait, j'ai plus faim. Je vais être malade, mais j'ai honte de dire non. Il dit, ah, mais de toute façon, sinon on va jeter. Du coup, tu joues le rôle de la poubelle. Après, tu vas chez le docteur, il dit, ah, vous avez un niveau de cholestérol incroyable. Et il te pose la question, il dit, mais qui t'a cholestérol? Tu dis, je crois que on me l'a collé. Mes parents m'ont cholestérol. Tu dis, non, c'est toi qui te l'es collé. Parce qu'à un certain âge, ouais, on arrête de te coller un rôle. C'est toi qui te colles le rôle. D'ailleurs, on dit en français, tu t'y colles. Oui. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire ce travail d'auto-analyse. Encore une fois, c'est ça le moussard. Oui. Comme vous écoutez les cours, d'accord? Quand vous écoutez le cours, ben, il y a des choses dans lesquelles vous reconnaissez des gens, parce que les 3 quarts des gens, ils se servent des cours pour réfléchir sur l'autre. Mais moi, c'est pas de l'autre que je parle, moi, c'est de vous. Parce que les gens, ils disent, mais attendez, mais d'où il connaît mon mari? Il parle de lui depuis tout à l'heure. D'où connaît ma femme? C'est pas possible, il vit avec nous, quoi. Mais non, c'est par rapport à toi-même, c'est toi-même qui dois faire l'auto-analyse.
Vous me suivez ou non? Et plus tu commences tôt, plus tu te connais, plus tu te connais, plus tu te maîtrises. Mais les gens, ils ne se connaissent pas. Donc, quand ils parlent des autres, il est comme ça, elle est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça. Mais quand ils parlent de eux, ça devient impersonnel. Alors, rappelez-vous que je, tu, il, nous, vous, il, c'est des pronoms personnels, mais c'est apostrophe, c'est un pronom impersonnel. Vous me suivez ou non? Donc quand tu dis, pourquoi il a fait ça à cause de ça, Odi. Après je dis, mais pourquoi tu t'es conduit comme ça? C'est comme ça. C'était plus fort que moi. Mais comment ça se fait que quand tu parles de toi, ça devient impersonnel? Ah, tu vas me dire parce que j'ai honte de dire je. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de jeu. Donc quelqu'un, hein, il doit apprendre ce qu'on a... Vous pouvez l'éteindre ou le casser ou... Je ne vais pas chanter là. Il est là, juste là. Ouvre-le, c'est pas grave. Non, c'est pas. Mais je le vois le téléphone. Ah voilà. Vous avez compris l'idée ou non? Donc, bon, en fait, ça fait 1h18 et on fera peut-être la suite demain. Parce que déjà, je vous ai bien chargé déjà. Donc, retenez ce principe qu'une personne, en fait, elle doit être en auto-analyse. Donc, ça veut dire que tu prends un texte de la Torah, n'importe lequel, tu prends une phrase des Chachamim, tu prends une phrase de ton père, tu prends une idée, tu prends une réalité, tu prends une réaction à une réalité et tu auto-analyses la réaction que tu as eu cette réalité. Ouais, est-ce que j'étais immature? Est-ce que j'étais mature? Est-ce que j'ai pensé? Est-ce que j'ai réfléchi? Est-ce que je me respecte ou non? Est-ce que je dis ce que je pense? Est-ce que je fais ce que je dis? Et en fait, tu vas faire ce qu'on appelle la cartographie de ton intériorité. Vous savez comment est-ce qu'on fait la cartographie des océans? Quand vous prenez un planisphère, quand vous prenez une carte, ouais, bah vous voyez le Mont Blanc, 8800, un truc, le 4400, l'Everest, 8800. Mais quand vous voyez le Pacifique, ouais, à cet endroit-là, ben, 5800, 7800 mètres. Mais comment ils ont fait pour savoir qu'il y avait 7800 mètres? Tu crois qu'ils ont envoyé deux mecs, des géomètres, Haïm et Fernand, à 8800 mètres? Fernand, tu notes... Attends, excuse-moi, j'arrive pas à respirer. Tu notes 8804. Quoi? On est à 88? Ouais, 88. Ah, quand j'avance de 10 mètres, mince, il y a un requin. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un bateau sonar. Le bateau, il envoie une onde. L'onde, dès qu'elle touche quelque chose de plus épais que l'eau, il s'arrête. Et le graphe de l'onde, ça fait le relief du fond. Vous me suivez ou non? Donc les bosses, ça fait T+, et les creux, ça fait T-. Maintenant, quand toi, tu écoutes le cours, il a un avantage extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est une séance de comportementalisme. Donc la personne, si elle écoute le cours, il y a deux manières. Soit tu écoutes le cours détente, sympathique, on a passé un bon petit moment, en plus il est marrant, et puis c'est gratuit, d'accord? Ou alors, tu vas dire, je vais utiliser le cours comme un espèce de levier, décapsuleur, révélateur, scanner de moi-même. Parce que là, il y a beaucoup d'éléments, là, vous avez... D'accord? Donc, quand vous prenez un cours comme ça, par exemple, vous prenez deux feuilles. Sur une feuille, vous marquez le déroulé du cours. Donc, c'est très long, parce qu'il dure 1h30. Mais quand vous arrêtez à chaque fois pour écrire, ça va être très long. Mais en fin de compte, c'est pas grave, parce que le temps que vous écrivez, quand vous écrivez le cours, ça fait pénétrer le cours chez vous. Et quand vous écrivez le ressenti du cours, ça vous donne le degré d'intériorité ressenti par rapport au cours. Ce qu'on appelle la résonance du cours chez vous. Donc, ça s'appelle l'empreinte du cours. Donc, ça veut dire le choc de comportement qui a été créé par le cours. Donc, le relief de votre personne par rapport à ça. Donc, quand vous allez marquer, ah ben ce truc-là, je l'ai déjà réglé, eh ben c'est un plus. Quand vous allez dire, oh là là, mais c'est vrai, moi aussi j'ai eu ce problème, ça s'appelle un moi. Donc, vous êtes en train de faire de l'auto-analyse par rapport au cours. Ce que vous aurez à la fin, donc vous enlevez le cours, ouais, c'est-à-dire le compte-rendu du cours, et de l'autre côté, vous prenez tout ce que vous avez écrit de vous-même sur le cours. Donc, c'est comme si moi, je vous ai interviewé sur le sujet du cours, mais qui vous concerne directement. Ça va? Ce que vous avez écrit, en fin de compte, c'est quoi? C'est la résonance du cours chez vous. Après vous prenez ces feuilles-là, ça peut être 3 feuilles, ça peut être 10 feuilles, il y en a qui ont écrit 100 feuilles sur un cours. Ouais. Et vous allez les analyser comme si vous êtes une personne extérieure. Ça s'appelle en hébreu, Sechel Anivdal. En français, ça s'appelle la projection. Et là, vous allez tirer les principes. Mais les principes de quoi? Encore une fois, de l'empreinte du cours chez vous. Donc, du ressenti du cours. Donc, de votre intériorité par rapport au sujet. Vous me suivez ou non? Donc là, c'est comme si vous avez passé 8 heures avec un analyste et qui vous a dit, voilà, quel est votre portrait robot intérieur, positif et négatif, par rapport au sujet du respect de soi, par exemple.
Parce que ce qui est intéressant, 50% c'est l'information que vous avez eue dans le cours, 50% c'est ce que vous avez appris de vous grâce au cours. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'enseignements dans le cours, c'est que chaque enseignement, il faut oublier celui d'avant. Et à la fin, il vous reste 2 ou 3 idées et plus une blague. Et c'est dommage que je vous donne 3000 pour que vous reteniez 21 centimes d'euros. Par contre, si vous prenez le même cours et vous le travaillez, ouais, je vous dis, un cours comme ça, là, un cours comme je viens de faire maintenant, chez un psy, c'est à peu près 1 an de thérapie. Moi, ils me le disent. Il m'a dit, Eria, ton cours sur la joie, c'est 1 an de thérapie. Le cours sur la colère, c'est 4 ans. 4 ans, une fois par semaine, 1 heure. Et ça, c'est chez pas seulement quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui intervient pour t'aider à évoluer. C'est-à-dire plus un coach que juste une analyse. Bon, ok, t'as fait pipi au lit. Bon, parle-moi de ton pipi au lit. Il était chaud. Ouais, il était chaud. C'était parce que je recherchais la chaleur que ma mère ne me donnait pas, puisqu'elle était prof de maths. Ou de physique. D'accord. Tu payes 80 € pour ça. Ben écoute, je ne sais pas ce que tu as gagné, mais je sais ce que tu as perdu. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est l'inverse. C'est que tu dois faire le travail. Et si tu vas me dire encore une fois que tu n'es pas formé pour ça, que tu n'as pas cette sensibilité, mais tu l'as pour les autres. Rappelez-vous que les conseils qu'on donne aux autres sont valables pour nous. Alors pourquoi on est les meilleurs conseillers du monde pour les autres et pas pour nous? Parce que l'autre, c'est un étranger. Eh bien, c'est très simple. Il suffit que tu sois étranger de toi-même pour que parler à l'autre en toi comme un étranger, donc pour donner à l'autre toi qui n'est pas réalisé la capacité de devenir lui, qui se trouve être toi. C'est vachement bien. Ça va? Voilà. Donc quand je vous dis que la personne, elle doit apprendre à se connaître, ensuite, elle doit apprendre à se respecter, donc à se donner le droit d'être. Après, elle doit apprendre à se valoriser, à comprendre qu'elle est un diamant brut, mais qu'elle taille le diamant, et ça c'est le travail des midotes, c'est la confrontation avec l'œuvre. Et chaque épreuve, elle fait apparaître une facette de ta personnalité. Monsieur ou non, le travail, il t'a appris l'assiduité, il t'a appris l'honnêteté, la nervosité de l'autre, elle t'a appris la patience, la lourdeur de l'autre, elle t'a appris les caves de route. Donc, toutes ces facettes de ton diamant que tu as taillées grâce à la confrontation à la réalité. Maintenant, il faut savoir que l'épreuve qui est vécue avec un autre, elle est beaucoup plus formatrice que l'épreuve qui est vécue dans la réalité pure. C'est-à-dire que si les études vont te faire un effet, ça sera beaucoup moins dur et beaucoup moins enrichissant que l'effet de la confrontation avec la différence de l'autre. Donc, on grandit plus des autres que des événements. C'est pour ça qu'on a plus de problèmes dans les rapports humains qu'avec les rapports avec les événements. Et c'est pour ça que Hachem, il donne plus d'importance sur les mitzvot ben adam la havero que sur les mitzvot ben adam la makom. Parce que les mitzvot que tu as envers Dieu et les mitzvot que tu as envers les autres. Parce que les mitzvot que tu as envers Dieu, elles sont faites pour te rapprocher de Dieu. Mais les mitzvot que tu as envers les autres, elles sont faites pour te rapprocher de Dieu, mais en éliminant les obstacles qui sont créés par le mal-être que tu as dans la réunion avec l'autre. Voilà, bonne continuation. Chazak Obarou. Alors, le cours est dédié pour tous les malades d'Israël et en particulier pour Simcha Bat Fecha, Esther Bat Fecha, Yair Ben Ana Israya, les malades, Messaoud Ben Esther, Sarah Jennifer Bat Régine Malka, Emmanuel Ben Léa, Yaakov, Israël Ben Louisa, Sultana Rivka Bat Rachel, Zara Bat Menana. Amen. Est-ce que vous avez d'autres noms? Shoshana Bat Odette. Amen. Rina Bat Esther. Amen. Meir Raphaël Ben Sipora. Amen. Yechia Ben Avraham. Amen. Kachem. Estrak Ben Nissim. Amen. Tous les malades du Covid, toutes les personnes qui l'ont déjà eu, toutes les personnes qui ne l'ont pas encore eu. Tous les Bnei Israël, tous les habitants du monde, Kachem il amène à tous, une fois chez les mains parmi tous les malades d'Israël. Et à Mavdil Ben Chaim Lemeti, on va dire que le cours est dédié pour l'élévation de l'âme de toutes les Neshamot qui nous ont quittés de cette maladie, et aussi pour mon père Abraham Shimon Ben Simcha, Elio Ben Aïcha, Yitzhak Ben Aïcha, Rav Israël de Sarcelles, Rav Yosef Chaim Ben Emma Sitruk, Rav Kanouri, des personnes décédées. Shimon Ben Chaim, Amen. Shimon Ben
Ben Esther, Moshe Ben Shalom. Dites Amen, c'est plus important. Amen. Mais Yosef Ben Miriam. Amen. Amen. Nissim Ben Eliaou. Amen. Le Rav Mesod Hamou et le Rav Israël Yitzhak Ohana. Ohana. Amen. Et le Rav Teboul aussi de Bethana. Rav André Teboul. Rav Malka. Rav Malka. Le Rav Malka. C'est bon? Décédé. Hein. Salomon Ben Hana. Amen. Malka. Mahou Malka, Esther Meicha, Bat Meicha, Amen. Mahou Malka Bat, ah c'est comme ça il s'appelle, Mahou Malka. Marco Malka. Kachem élève dans des chamots parmi les sadikim Israël. Chazak Rosh Chodesh Tov, demain matin la tefila à 7h30. On compte sur les messieurs. Les mesdames elles peuvent venir aussi. Que du bien. Ce cours, il est retraduit, il est sur... Oui, il va être sur YouTube dans 2 heures à peu près. Comment Sur ma il chaîne s'appelle? YouTube. Le respect de soi. Et, Bon, peut-être qu'on le finira demain parce qu'en fait, on a abordé que le début, donc c'est compliqué. sur Facebook, Il est sur Facebook déjà là, mais sur YouTube, il sera demain, ce soir.